dans l'articulation du couple homme-machine, il faut vraiment trouver l'articulation et la complémentarité dans ce en quoi la machine va pouvoir faire mieux que l'homme, notamment en nous débiaisant et en réalisant une série de tâches avec un rapport coût-effort, une productivité bien supérieure. Et pour ce faire, il faut qu'on... Moi, j'ai l'habitude de définir l'IA aussi comme une architecture algorithmique sociotechnique. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est surtout de l'intelligence collective. Les hommes développent, éduquent, paramètrent, déploient, testent, vendent ces algorithmes. Donc, ils sont à l'entrée et à la sortie. Et puis, il ne faut pas aussi se dire, il faut pas aussi insulter l'avenir. Aujourd'hui, les meilleurs experts en matière d'apprentissage profond nous disent que ces boîtes noires, ces algorithmes d'apprentissage profond avec des centaines de couches de calcul parallèles, on ne peut pas comprendre la façon dont ils s'auto-organisent, donc les couches parallèles s'auto-organisent. C'est ce qu'ils nous disent. Et ils nous le disent probablement parce qu'ils sont habitués à évoluer dans un environnement contraint, où un ingénieur, il n'a pas l'habitude de réfléchir avec, par exemple, un budget potentiel à mobiliser sur la recherche de solutions de 200 milliards de dollars. Pas quelque chose qui rentre en ligne de compte. C'est normal. Mais on a, au travers, on va dire, du marché, au travers de programmes de subvention, les moyens d'organiser, évidemment pas tout de suite, sur une dizaine d'années, mais sur un cycle technologique, technoscientifique, la mobilisation de capitaux qui nous permettrait de mettre sur la table de ces ingénieurs, je le dis, des centaines de milliards de dollars. Si on en fait, c'est le choix de la GDPR, c'est le choix du RGPD, si on en fait quelque chose d'important, c'est l'article 22, le droit à l'explication, alors on se met aussi en capacité, le marché de trouver des solutions. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas une question simplement d'être meilleur que l'homme, c'est d'être meilleur que certaines fonctions que l'homme sait faire. Ouais. Et donc, on a vécu une trajectoire depuis l'étude d'Oxford de 2013 qui nous disait que près de 50% des emplois aux États-Unis allaient être automatisés. On a fait un chemin depuis 2013, dont la dernière étape est ce rapport du McKinsey Global Institute de janvier 2017, qui rentre dans le détail de la série de tâches qui fait un emploi. Et on sait que ce qui va être automatisé fortement, c'est beaucoup de tâches, mais que les emplois, beaucoup d'emplois vont demeurer, d'autres vont être créés. Pas non plus se voiler la face. À partir du moment où on automatise certaines fonctions, oui, on engage une relation de complémentarité entre une personne et une machine. À partir du moment où on remplace certaines tâches qui étaient faites par des hommes, on remplace certaines tâches qui étaient faites par des hommes. C'est-à-dire, allez aujourd'hui dans les boîtes du CAC 40, prenez typiquement l'exemple des sièges sociaux, regardez il y a 5 ans combien il y avait d'assistants de direction, combien il y en a aujourd'hui. Même chose pour les agences de voyage. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus s'extraire complètement à la question. Et il y a un discours de complémentarité articulé, qu'il faut articuler, qui est indispensable. Mais il y a aussi, oui, un effet de remplacement et d'automatisation. Oui, tout à fait. Et la métaphore que je dis souvent, c'est est-ce qu'on a affaire à une création destructrice ou une destruction créatrice? On connaît bien le mouvement schumpeterien de création destructrice dans lequel on perd certains emplois, il y a une grande transition, voire une transhumance avec des destins personnels qui sont parfois brisés durement, mais beaucoup des emplois sont créés, généralement en volume bien supérieur, et surtout le niveau de vie moyen augmente pour tous, pour tout le monde, dans tous les domaines, la santé, le transport et bien d'autres encore. Donc la question de cet équilibre entre destruction créatrice et création destructrice, c'est de savoir si, pour la première fois, du fait de la vélocité, de la magnitude que représente la révolution de l'IA, qui semble se décliner non plus sur une centaine d'années ou sur 50 ans, comme ça a été le cas pour la première et la deuxième révolution industrielle, mais sur une période beaucoup plus courte, d'une vingtaine d'années. 1. 2. Qui semble toucher un volume, et là c'est pas qui semble, qui touche un volume démographique bien supérieur à ce qu'on a connu. La première révolution industrielle de la vapeur, c'est 1 milliard d'êtres humains. La deuxième du pétro-électricité, c'est, on va dire, un peu moins, je crois que c'est 1,8 milliard, mais un peu moins de 2 milliards. La troisième, dans les 50, c'est, donc de la première vague d'informatique, c'est 2,5 milliards. On est aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. Donc organiser la grande transition sur 20 années plutôt que 200, de 7 milliards plutôt que d'1 milliard, ça ne va pas être facile. D'autant que on vit dans un monde hyper connecté, global et hyper connecté. Et ce monde hyper connecté, il fait qu'on a une tolérance à la mise en échec de chemins individuels de transformation bien inférieure. On a une tolérance à la violence bien inférieure. Et on voit les destins des uns et des autres se transporter vers les uns et les autres à la vitesse de la lumière quasiment, donc très vite. Donc
Là où pendant la première révolution industrielle et la deuxième, les vagues d'exode rural et puis urbaine et périurbaine sont passées, pas inaperçues loin de là, il ne faut pas dire ça, mais n'ont pas donné lieu à des mouvements sociaux, à des révoltes bien sûr, mais on a laissé des millions de gens mourir sans rien faire, sans faire plein de choses. Là où ces grandes révolutions industrielles ont généré l'explosion des inégalités, explosion que Thomas Piketty a bien documentée, et qui n'ont été résorbées que par des conflits de plus en plus globaux et de plus en plus violents. Je crois que la Deuxième Guerre mondiale, c'est près de 100 millions de morts directs. Donc il y a quand même un coût. Ces grandes révolutions, on se retourne, quand Jason Furman et la plupart des optimistes se retournent sur ces révolutions industrielles en disant c'est pas grave, on est déjà passé par là, on a déjà vécu ces mouvements schopenhaueriens, on va les dépasser. Il faut leur rappeler que, oui, enfin, il y a eu un peu de casse quand même. Que deux, il y a des conditions en matière de vélocité et de magnitude et de conditions d'acceptation du changement qui sont bien différentes. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, le cas de cette jeune Pakistanaise dont on a tous entendu parler, parce qu'elle s'est levée contre les talibans, il y a 50 ans, on n'en aurait pas entendu parler. Il y a 20 ans, on n'en aurait pas entendu parler. Et donc il y a 20 ans, on aurait été aveugle, on aurait laissé passer. Aujourd'hui, on ne laisse plus passer. Donc organiser cette grande transition, ça ne va pas se faire sans frottement. Et l'élection d'un Donald Trump, la capacité d'un Donald Trump à s'appuyer sur une faction de citoyens américains qui a grandement souffert de cette troisième révolution industrielle. Et aussi, mais surtout de la troisième. Le fait qu'il ait réussi à imposer dans l'agenda politique, pour servir cette faction, une formulation du changement climatique comme une arnaque, qui privait ses citoyens de leur niveau de vie et qui les avait fortement traumatisés. Le fait qu'il ait été élu sur ce programme, qu'il l'a poussé à sortir des accords de Paris très tôt dans sa mandature, moins d'un an après avoir été élu, doivent nous appeler à la plus grande prudence, vraiment.